La discipline, c'est se contraindre à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. C'est une vérité que la plupart des gens évitent, mais c'est celle qui distingue la réussite de l'échec. Le titre est clair, comment se contraindre à la discipline. Car soyons honnêtes, si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez indéfiniment. Si vous comptez sur la motivation, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. La discipline n'est pas un choix que l'on fait seulement les bons jours. C'est une décision que l'on prend chaque jour, surtout quand c'est le plus difficile. Pensez-y. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer à cause de vos procrastinations? Combien de fois le confort vous a-t-il empêché de progresser? Ce message n'est pas théorique. Il est ancré dans la réalité. Il s'agit d'apprendre à se maîtriser quand les excuses sont les plus criantes. Si vous parvenez à vous imposer la discipline, vous pouvez transformer tous les aspects de votre vie. Et c'est précisément ce que vous allez apprendre. Chapitre 1. Affronter votre paresse de front et refuser de négocier. La discipline ne se découvre pas par hasard. Elle ne se présente pas à votre porte un matin avec le sourire. La discipline est une chose à laquelle vous devez faire face, une chose à affronter, et surtout, une chose que vous devez vous imposer, même si tout en vous la fuit. Lorsque vous sentez cette envie de paresse vous tenailler, lorsque votre corps vous supplie de rester au lit, lorsque votre esprit murmure que vous méritez une pause, c'est à ce moment précis que vous devez vous lever et refuser de négocier. Car si vous cédez à la paresse, ne serait-ce qu'une fois, elle aura toujours le dernier mot. La paresse ne manque jamais d'excuses. Elle aura toujours une nouvelle raison toute prête. Mais si vous refusez de négocier, si vous tenez bon, vous commencerez à développer la force qui transformera votre vie. La paresse a l'art de se dissimuler. Elle ne se manifeste pas toujours par l'inaction. Parfois, elle se présente sous la forme d'un défilement interminable sur son téléphone. Parfois, elle se traduit par une consommation excessive d'aliments superflus. Parfois, elle prend la forme de tâches chronophages qui vous empêchent de vous consacrer à l'essentiel. Voilà comment elle triomphe. Elle vous berce d'illusions, vous faisant croire que vous en faites assez, alors qu'en réalité, vous évitez les difficultés. Et la vérité, c'est que le progrès se trouve toujours dans l'effort. Ce qui vous pousse à vous dépasser, ce qui vous fait transpirer, ce qui exige toute votre concentration, voilà ce qui forge votre discipline. Si vous voulez devenir discipliné, vous devez apprendre à reconnaître la paresse pour ce qu'elle est vraiment, l'ennemi de votre avenir. Le matin, au réveil, quand vous sentez le poids du lit vous retenir, c'est à ce moment précis que la discipline vous appelle. Soit vous lui répondez, soit vous lui tournez le dos. Mais voici la réalité, chaque fois que vous tournez le dos à la discipline, vous renforcez votre paresse. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'action, vous conditionnez votre esprit à obéir à la paresse. Et alors, au moment crucial, quand votre vie exigera votre concentration, vous serez déjà conditionné à abandonner. C'est pourquoi il est si dangereux de négocier avec la paresse. Même les plus petites excuses finissent par façonner votre caractère. Vous pensez simplement manquer une séance d'entraînement. Mais en réalité, vous prenez l'habitude de refuser la discipline. Demandez-vous combien de fois vous avez choisi la facilité plutôt que la nécessité. Combien de fois vous êtes-vous dit « je le ferai demain » pour vous rendre compte que demain ressemblait trait pour trait à aujourd'hui. C'est la paresse qui négocie avec vous, et vous acceptez le marché. Mais si vous voulez vraiment vivre mieux, vous ne pouvez pas continuer à signer ce pacte. Vous devez affronter la paresse de front. Regardez-la droit dans les yeux et refusez de pactiser avec elle. Dites non. Agissez immédiatement. Même si votre esprit crie le contraire, c'est ce qui vous forcera à adopter la discipline. Voyez-vous, si tant de gens restent bloqués, ce n'est pas par manque de connaissances. Ce n'est pas par manque d'opportunités. C'est parce qu'ils négocient avec la paresse. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que la motivation arrive. Mais ces choses n'arrivent jamais quand on les attend. Si vous restez là à attendre le moment parfait, vous attendrez toute votre vie.
La discipline commence quand on agit avant même de se sentir prêt. Elle commence quand on affronte la paresse de front et qu'on agit malgré elle. L'esprit humain est passé maître dans l'art de créer du confort. Il nous raconte des histoires, tu as bien travaillé hier. Repose-toi aujourd'hui. Tu n'as pas l'énergie maintenant. Fais-le plus tard. Un jour de congé de plus, ce n'est pas grave. Ces pensées ne sont pas anodines. Ce sont des chaînes. Elles nous maintiennent prisonniers du même niveau, des mêmes résultats, de la même vie. Et si nous les acceptons, nous nous affaiblissons sans même nous en rendre compte. Nous pensons peut-être simplement nous reposer, mais en réalité, nous nous entraînons à capituler. C'est pourquoi il est essentiel de développer la capacité à reconnaître ces pensées et à les faire taire avant qu'elles ne nous contrôlent. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Elles ne sont ni plus talentueuses ni plus chanceuses que vous. Elles ont simplement cessé de négocier avec la paresse. Elles ont forgé leur discipline en refusant d'écouter les excuses, en se forçant à agir même quand elles n'en avaient pas envie. Voilà le secret. Il n'a rien de glamour. Il n'a rien d'excitant. C'est simplement le pouvoir de dire non à la faiblesse qui est en vous et oui aux actions qui vous feront avancer. S'imposer la discipline n'est pas une punition gratuite, mais une question de respect. C'est respecter son avenir au point de prendre aujourd'hui des décisions qui seront bénéfiques demain. Refuser de négocier avec la paresse, c'est se dire « je mérite cet effort. Mon avenir mérite ce sacrifice. Mes objectifs valent bien l'inconfort. » Ce n'est pas de l'autopunition, c'est le respect de soi à son apogée. La vérité, c'est que la paresse ne disparaît jamais vraiment. Elle ressurgira demain, après-demain, et les jours suivants. On ne peut pas l'éliminer, mais on peut l'affaiblir. On peut la déposséder de son pouvoir en refusant de céder à elle. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que les excuses, vous reprenez de la force. Et avec le temps, l'équilibre se modifie. La paresse s'affaiblit. La discipline se renforce. Finalement, la discipline devient une seconde nature, plus qu'une simple habitude. Mais cette transformation commence un seul instant. Dès l'instant où vous cessez de négocier. Ce ne sera pas facile au début. Votre corps résistera. Votre esprit vous contestera. Vous entendrez toutes les raisons du monde pour remettre à plus tard. Mais vous devez vous entraîner à reconnaître que c'est précisément à ce moment-là que se forge la discipline. Pas quand c'est facile, pas quand c'est pratique, seulement quand c'est difficile, seulement quand vous n'en avez pas envie. C'est là que naît la force. C'est là que commence une vie disciplinée. Demandez-vous maintenant, qu'avez-vous remis à plus tard? Dans quel domaine de votre vie avez-vous laissé la paresse l'emporter? Peut-être votre santé. Peut-être vos études, peut-être votre carrière. Quoi qu'il en soit, comprenez ceci, plus vous luttez contre la paresse, plus vous perdez de temps. Et le temps ne se rattrape pas. Voilà le véritable coût de la paresse. Non seulement des minutes perdues, mais aussi des opportunités gâchées. Alors, comment y faire face de front? Commencez petit. Choisissez une chose que vous savez devoir faire et faites-la immédiatement. N'y réfléchissez pas. N'hésitez pas. N'attendez pas, levez-vous et agissez. Cette petite victoire commence à briser le cercle vicieux. Et une fois ce cercle vicieux brisé, on peut le briser encore et encore. C'est ainsi que se forge la discipline, par de petites victoires qui s'accumulent jusqu'à créer des fondations que la paresse ne peut ébranler. Et chaque fois que vous triomphez de la paresse, vous gagnez bien plus qu'un simple progrès, vous gagnez en confiance. Vous commencez à vous faire confiance. Vous savez que lorsque la paresse se manifestera demain, vous serez prêt. Vous ne céderez pas. Vous ne marchanderez pas. Vous agirez. Cette confiance est inestimable. Car une fois que vous vous faites confiance, une fois que vous savez que vous ne négociez pas avec la faiblesse, votre vie change de façon inimaginable. Il y aura toujours des gens qui diront « Je n'y arriverai pas. C'est trop dur. Je commencerai plus tard. » Ne les rejoignez pas. Ils attendent un moment qui n'arrivera jamais.
Devenez plutôt celui ou celle qui dit « Je le fais maintenant ». J'agis même quand je n'en ai pas envie. Je ne marchandais pas, cette personne construit une vie de liberté, de succès et d'épanouissement. Et cette personne, c'est vous. Alors, souvenez-vous-en. La prochaine fois que la paresse vous appelle, ne répondez pas. La prochaine fois qu'elle murmure, faites-la taire. La prochaine fois qu'elle vous offre du réconfort, refusez tout. Tenez bon. Agissez. Renforcez-vous, un choix à la fois. Et n'oubliez jamais, refuser de négocier avec la paresse, c'est s'imposer la discipline. Et la discipline est la voie qui change tout. Chapitre 2. Agissez immédiatement, même par petites actions, pour développer votre réactivité. La discipline ne se construit pas par des bonds vertigineux. Elle ne surgit pas du jour au lendemain après une décision soudaine. Elle se forge par de petites actions entreprises au moment précis où elles sont nécessaires. Chaque fois que vous tardez, chaque fois que vous attendez, vous affaiblissez votre capacité de réaction. Le secret d'une véritable discipline réside dans l'apprentissage de l'action immédiate, du passage à l'acte dès que l'idée vous traverse l'esprit, sans hésitation ni négociation. Ces petites actions instantanées entraînent votre esprit et votre corps à réagir sans délai. Et cette habitude devient le fondement de votre force dans tous les aspects de la vie. Pensez à toutes ces occasions manquées, simplement parce que vous avez hésité. Vous aviez envie de faire du sport, mais vous avez attendu un peu, puis vous avez laissé tomber. Vous saviez que vous aviez un appel à passer, mais vous vous êtes dit que vous le feriez plus tard, et ce, plus tard, n'est jamais arrivé. Vous aviez l'idée de noter quelque chose, mais vous vous êtes convaincu que cela pouvait attendre, et puis vous avez oublié. Ces petits moments ne semblent pas destructeurs sur le moment, mais ils vous conditionnent lentement à ignorer votre propre intuition. Ils apprennent à votre esprit que l'hésitation est acceptable. Plus vous acceptez l'hésitation, plus votre discipline s'affaiblit. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez que chaque fois que vous avez l'intention d'agir, vous passez à l'action. Vous avez pensé à boire de l'eau, alors vous l'avez vu. Vous avez pensé à prendre un livre, alors vous l'avez ouvert. Vous vous êtes souvenu d'une tâche à accomplir, alors vous vous y êtes mis immédiatement. Ce réflexe forge une force puissante, la capacité de réagir instantanément. C'est ainsi que vous combattez la paresse avant qu'elle ne s'installe. C'est ainsi que vous empêchez la procrastination de prendre racine. Et c'est ainsi que vous reprenez le contrôle de vous-même. Si l'action immédiate est si puissante, c'est parce que le cerveau humain est très prompt à trouver des raisons d'arrêter. En quelques secondes, dès que vous pensez à accomplir une tâche difficile, votre esprit dresse une liste d'arguments contre. Il vous dit que vous êtes trop fatigué. Il vous dit que vous aurez plus d'énergie plus tard. Il vous dit que ce n'est pas urgent. Mais ces arguments n'apparaissent que si vous attendez. Si vous agissez avant que votre cerveau n'ait le temps de débattre, vous gagnez. Vous coupez court aux excuses avant même qu'elles ne prennent forme. C'est pourquoi les petites actions instantanées comptent plus que les grandes actions différées. Lorsque vous décidez de développer cette compétence, commencez par quelque chose de simple. Dès que votre réveil sonne, levez-vous. Pas après quelques minutes, pas après avoir consulté votre téléphone, levez-vous immédiatement. C'est un petit geste, mais il est très instructif. Je maîtrise mes réactions. Faites de même lorsque vous vous souvenez d'une petite tâche. Faites-la sur le champ, même si cela ne prend que 30 secondes. À chaque fois, vous renforcez l'idée que vous êtes une personne d'action, et non une personne passive. La discipline ne se résume pas à de grands objectifs. Il s'agit de s'apprendre que ces actions découlent de ces décisions. Si vous décidez de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous apprenez à douter de vos propres paroles. Mais si vous décidez et que vous agissez instantanément, vous apprenez à avoir confiance. Cette confiance se transforme en assurance. L'assurance engendre la constance. Et la constance est la clé d'une vie disciplinée. Mais tout commence par de petites actions entreprises immédiatement. Vous pensez peut-être que les petites actions sont trop insignifiantes pour avoir une quelconque importance. Pourtant, ce sont les germes du changement.
Agir instantanément pour une petite tâche sollicite la même capacité mentale qui vous permettra plus tard d'agir instantanément face à des défis plus importants. Lire un livre aujourd'hui développe la même discipline qui vous aidera à créer votre entreprise demain. Se lever dès que le réveil sonne développe la même discipline qui vous permettra de rester fort sous pression plus tard. On ne peut pas négliger les petites étapes. Elles sont le terrain d'entraînement des grandes. Si vous voulez vous tester, essayez cette règle. Quand vous pensez à quelque chose d'important, comptez à rebours à partir de 3, puis agissez. 3, 2, 1. Ne laissez pas l'idée s'installer. Cette règle simple élimine l'hésitation. Elle brise l'habitude d'attendre et vous oblige à développer un nouveau réflexe. Agissez maintenant. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de compter. Votre corps agit de lui-même. C'est cela, la vraie discipline, non pas un effort forcé, mais un réflexe entraîné. Mais voici la vérité, vous n'aurez pas toujours envie d'agir instantanément. Certains jours, la moindre action vous semblera plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Certains jours, vous aurez envie de remettre à plus tard. C'est là que l'entraînement intervient. Il ne s'agit pas de construire un mode de vie où tout semble facile, mais de développer un esprit capable d'agir indépendamment des émotions. Les émotions sont fluctuantes. Un jour, vous vous sentez motivé, le lendemain, non. Si votre vie dépend de vos émotions, vous vivrez de manière incohérente. En revanche, si elle repose sur des réflexes appris, vous vivrez avec discipline. Prenez l'exemple de toute personne ayant atteint la constance dans son domaine. Elle n'attend pas l'inspiration au quotidien. Elle s'est entraînée à agir dès que la décision est prise. C'est pourquoi elle réussit. Elle n'agit peut-être pas toujours parfaitement, mais elle agit sans délai. Et la vérité, c'est que la discipline n'est pas une question de perfection, mais de constance dans l'action. Cette constance est impossible sans réaction immédiate. Il faut également comprendre qu'attendre ne se contente pas de faire perdre du temps, cela mine l'estime de soi. Chaque fois que vous tardez, vous ressentez le poids de la déception. Vous savez que vous auriez dû agir, mais vous ne l'avez pas fait. Ce petit regret se transforme en frustration. Et la frustration, si elle se répète, engendre le doute. C'est le cercle vicieux de l'hésitation. Mais lorsque vous agissez immédiatement, même pour une petite chose, vous éprouvez une certaine fierté. Cette fierté alimente la motivation. Cette motivation facilite l'action suivante. Et bientôt, votre vie est empreinte d'élan plutôt que de regrets. La discipline n'est pas un don. C'est un choix répété jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et le moyen le plus efficace de cultiver ce choix est l'action instantanée. Lorsque vous pensez à faire quelque chose de productif, agissez avant que les excuses ne surgissent. Si vous sentez une résistance, intervenez rapidement avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Chaque action instantanée est un rappel que vous êtes plus fort que l'hésitation. L'avantage de cette approche est que tout le monde peut commencer dès maintenant. Vous n'avez besoin ni d'argent, ni d'équipement, ni de compétences particulières. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'agir dès que l'idée vous vient. Cette volonté est accessible à tous. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La première fois, cela peut paraître étrange. À la 10e fois, ce sera plus facile. À la 100e fois, ce sera automatique. C'est ainsi que l'action instantanée devient une habitude. Pensez-y, chaque personne dispose des mêmes 24 heures. Certains mènent une vie disciplinée. D'autres gaspillent leur journée. La différence ne réside pas dans le temps, mais dans la réactivité. Certains agissent immédiatement, d'autres attendent. À quel groupe souhaitez-vous appartenir? La réponse se trouve dans ce que vous faites dès qu'une décision vous vient à l'esprit. Si vous aspirez à un avenir plus solide, cessez de laisser l'hésitation vous paralyser. Commencez à concrétiser vos pensées par une action immédiate. Lorsque vous ressentez le besoin de faire quelque chose de bien pour vous-même, passez à l'action. Lorsqu'une tâche vous attend, occupez-vous sans tarder. Lorsque vous avez le choix entre remettre à plus tard ou agir, choisissez d'agir. Ces choix peuvent paraître insignifiants sur le moment,
mais il façonne votre personnalité. C'est précisément dans ces instants que se construit une vie disciplinée. Pas demain, pas un jour, maintenant, ici et maintenant. Dans la décision que vous prenez aujourd'hui, agissez immédiatement, même modestement, et vous vous entraînerez à réagir instantanément. Cette réactivité instantanée vous protégera de la paresse, de la procrastination et du temps perdu. Elle deviendra l'outil qui vous permettra de vivre avec concentration et force. Et elle deviendra le fondement d'une vie qui s'épanouit jour après jour. Lorsque vous décidez d'agir sur le champ, vous vous affirmez que votre avenir prime sur votre confort. Vous vous dites que les excuses ne dictent plus votre vie. Vous vous dites que vous êtes maître de votre destin. Ce message, répété par de petits gestes, changera tout. Alors, lorsque la prochaine décision vous vient à l'esprit, n'attendez pas, n'hésitez pas, ne négociez pas, agissez, passez à l'action, réagissez. Car la vie dont vous rêvez vous attend, mais seulement celle qui apprend à agir sans délai. Chapitre 3. Maîtrisez vos pensées avant qu'elles ne contrôlent vos décisions. Les plus grandes batailles de la discipline ne se livrent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. Chaque action commence par une pensée, et chaque décision est façonnée par l'orientation de votre réflexion. Si vous n'apprenez pas à contrôler vos pensées, votre vie sera toujours guidée par vos impulsions, vos émotions et vos distorsions cognitives. En revanche, maîtriser vos pensées vous permet de faire des choix plus judicieux, plus clairs et plus avisés. La discipline n'est possible que lorsque l'on comprend la véritable puissance de la pensée. La plupart des gens sous-estiment l'influence de leur pensée sur leur vie. Ils croient que les actions sont dissociées de la pensée. Or, en réalité, l'action n'est que le prolongement de ce que l'on laisse s'installer dans son esprit. Réfléchissez-y, celui qui se répète sans cesse qu'il ne progressera jamais finit par abandonner. Celui qui pense constamment qu'il va échouer n'ose même pas commencer. Les pensées ne sont pas inoffensives. Elles sont à l'origine de chaque décision. Et chaque décision construit votre avenir. C'est pourquoi la maîtrise de ces pensées est le fondement même de la discipline. Lorsque vous n'êtes pas conscient de vos pensées, votre esprit devient un terrain fertile pour la négativité. Une pensée négative en entraîne une autre et bientôt, vous êtes envahi par l'hésitation, la peur ou les excuses. Vous vous dites que vous êtes trop fatigué, que vous n'en êtes pas capable ou que cela n'en vaut pas la peine. Si vous laissez ces pensées s'installer, elles façonneront vos actions. Vous ne vous en apercevrez peut-être pas au début, mais peu à peu, vous commencerez à éviter ce qui est difficile. Vous vous contenterez de moins que ce dont vous êtes capable. Et avec le temps, votre vie reflètera la faiblesse de ces pensées. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez vous entraîner à filtrer vos pensées comme vous filtrez les aliments que vous mangez. Vous ne mangez pas n'importe quoi sans réfléchir. Vous choisissez avec soin car vous savez que cela aura un impact sur votre santé. De la même manière, vous ne pouvez pas laisser chaque pensée s'enraciner. Vous devez choisir quelles pensées méritent d'être conservées et lesquelles doivent être remplacées. C'est une discipline en soi, la discipline de la gestion des pensées. La première étape pour contrôler ses pensées est la prise de conscience. Trop de gens vivent en pilote automatique, sans jamais s'arrêter pour observer leurs pensées. Ils les considèrent comme des faits, alors qu'en réalité, la plupart ne sont que des opinions, des interprétations ou des échos d'expériences passées. Pour reprendre le contrôle, il faut apprendre à s'arrêter et à examiner ses pensées. Demandez-vous, à quoi est-ce que je pense en ce moment? Cette pensée me fait-elle avancer ou me freine-t-elle? Renforce-t-elle ma discipline ou la détruit-elle? Le simple fait de se poser ces questions vous donne le pouvoir de prendre du recul par rapport à la pensée au lieu d'être contrôlé par elle. La deuxième étape est le remplacement. On ne peut pas simplement faire disparaître une pensée. L'esprit humain ne fonctionne pas dans le vide. Si vous voulez vous débarrasser d'une pensée destructive, vous devez la remplacer par une pensée constructive. Si votre esprit dit « je n'y arriverai pas », remplacez-le par « je risque d'avoir des difficultés, mais je peux apprendre et m'améliorer ». Si votre esprit dit « je n'ai pas envie de commencer », remplacez-le par « je vais commencer maintenant », car commencer crée une dynamique.
Le remplacement ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. Il s'agit d'orienter votre esprit vers des pensées qui renforcent plutôt que vers des pensées qui affaiblissent. Une autre étape importante consiste à limiter les éléments qui alimentent les pensées négatives. Votre environnement façonne constamment votre façon de penser. Les informations que vous consommez, les conversations que vous avez, les personnes que vous fréquentez, tout cela laisse une empreinte sur votre esprit. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, vous finirez par penser à éviter de vous plaindre. Si vous remplissez vos journées de divertissement incessant, vos pensées se tourneront vers le confort plutôt que vers le développement personnel. Maîtriser ses pensées, c'est aussi maîtriser ce à quoi on s'expose au quotidien. Pour développer sa discipline, il faut créer un environnement qui nourrit l'esprit de clarté, de concentration et de direction. L'un des outils les plus puissants pour maîtriser ses pensées est la réflexion. Prenez le temps chaque jour d'examiner comment vos pensées ont influencé vos choix. Demandez-vous, mes pensées m'ont-elles rapproché de mes objectifs ou m'en ont-elles éloigné aujourd'hui? À quel moment ai-je laissé la négativité contrôler mes actions? À quel moment ai-je pris le dessus sur mes pensées négatives? Cette habitude développe la conscience et permet de corriger ces erreurs avant que les mauvaises pensées ne deviennent une habitude. Plus vous réfléchissez, plus vite vous repérez les schémas néfastes. Comprenez cette vérité, vos sentiments suivent souvent vos pensées. Si vos pensées sont indisciplinées, vos émotions seront instables. Vous vous sentirez découragé, submergé ou anxieux, non pas à cause des circonstances, mais à cause de la façon dont vous les percevez. En revanche, lorsque vous maîtrisez vos pensées, vos émotions deviennent plus stables. Vous vous sentez compétent, fort et serein. Et lorsque vos émotions sont stables, vos décisions le sont aussi. S'améliorer. C'est pourquoi maîtriser ses pensées n'est pas qu'un simple exercice mental. Cela influe directement sur votre énergie, votre concentration et votre capacité à aller jusqu'au bout. Il est également essentiel d'apprendre à remettre en question les pensées irrationnelles. Bien souvent, votre esprit exagère la réalité. Il vous persuade que la tâche est trop importante, que vous manquez de temps, que l'échec est inévitable. Mais en prenant du recul, vous réalisez qu'il ne s'agit pas de faits, mais de peurs. La discipline se développe lorsqu'on confronte ses peurs à la vérité. La tâche peut paraître immense, mais elle peut être décomposée en étapes. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais vous pouvez commencer avec ce que vous avez. L'échec est possible, mais la réussite l'est tout autant. Remettre en question ses pensées, c'est les empêcher de dicter son comportement. Maîtriser ses pensées ne signifie pas ignorer les difficultés. La vie est faite de défis. Il s'agit de choisir comment y répondre mentalement avant d'agir. Celui qui maîtrise ses pensées se dit « c'est difficile, mais je peux y arriver étape par étape ». Celui qui ne maîtrise pas ses pensées se dit « c'est difficile, alors je n'essaierai même pas, même situation, différentes approches ». Une simple réflexion peut donner un résultat complètement différent. Pour rendre cela concret, commencez par prêter attention aux petits moments du quotidien. Observez ce que vous vous dites lorsque le réveil sonne. Observez vos pensées face à une tâche difficile. Observez les pensées qui surgissent lorsque vous êtes tenté de procrastiner. Puis, entraînez-vous à les remplacer instantanément. Au lieu de « 5 minutes de sommeil en plus », dites-vous que vous lever maintenant vous donne de la force. Au lieu de « je le ferai plus tard », dites-vous que le faire maintenant vous permet de rester discipliné. Au lieu de « c'est trop », dites-vous que vous allez faire le premier pas. C'est ainsi que vous reprogrammez progressivement votre esprit pour qu'il travaille pour vous et non contre vous. Au fil du temps, à mesure que vous remportez des victoires mentales, vous vous sentez plus fort. Vous avez davantage confiance en vous car vous savez que vos pensées ne vous contrôlent plus. C'est vous qui les contrôlez. Cette confiance engendre une force tranquille. Vous ne vous sentez plus victime de vos émotions. Vous ne laissez plus chaque distraction vous détourner de votre objectif. Vous vivez avec intention. C'est l'essence même de la discipline, vivre par choix et non par réaction. L'un des plus grands avantages de la maîtrise de ses pensées est la liberté qu'elle procure. On pense souvent que la discipline est synonyme de restriction.
C'est tout le contraire. Lorsque vos pensées sont claires et dirigées, vous êtes libéré du chaos des impulsions et des doutes. Vous êtes libre de décider de vos propres actions au lieu d'être ballotté par chaque sentiment. Cette liberté vous donne de la force. Elle vous apporte la paix et la capacité d'avancer avec constance, même lorsque la vie est difficile. La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui progressent est simple. Ceux qui restent bloqués ne prennent jamais le contrôle de leurs pensées. Ils laissent leurs pensées vagabonder et ces pensées les mènent à de mauvaises décisions, à une perte de temps et à des regrets. Ceux qui progressent apprennent à maîtriser leur dialogue intérieur. Ils choisissent les pensées qui leur sont utiles. Ils remplacent la faiblesse par la force. Et de ce fait, leurs actions suivent une voie plus noble. À partir de maintenant, faites-en votre mission d'observer vos pensées. Considérez chaque pensée comme un visiteur qui frappe à la porte de votre esprit. Accueillez certains visiteurs car ils sont précieux. Rejetez les autres car ils sont nuisibles. Le pouvoir de décider qui reste et qui part vous appartient. Lorsque vous exercez ce pouvoir quotidiennement, la discipline devient non seulement une action, mais un mode de vie. N'attendez pas que vos pensées vous entraînent dans une spirale négative. Prenez les décisions. Maîtrisez votre vie dès le départ. Dirigez votre esprit avant qu'il ne vous dirige. Remplacez la faiblesse par la force, le doute par la détermination, l'hésitation par l'action. C'est ainsi que vous devenez maître de votre destin. Et c'est ainsi que vous développez la discipline qui vous permettra d'atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Chapitre 4. Forcez la répétition jusqu'à ce que votre cerveau intègre ce nouveau comportement. Le comportement humain se construit sur des schémas. Ce que vous faites de manière répétée devient plus facile à reproduire. Le cerveau est conçu pour s'adapter et ne se soucie pas de savoir si ce que vous répétez est utile ou destructeur. Si vous répétez la procrastination, elle devient naturelle. Si vous répétez les excuses, elles deviennent automatiques. Si vous répétez la force, elle devient également automatique. La meilleure façon de reprogrammer votre cerveau pour la discipline est la répétition délibérée, en vous forçant à adopter le comportement encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Au début, c'est inconfortable, voire contre nature. Mais la répétition modifie ce que votre cerveau considère comme familier. Pensez à la première fois où vous avez essayé de faire quelque chose de difficile. C'était lourd, maladroit ou épuisant. Peut-être s'agissait-il de faire du sport, de se lever plus tôt que d'habitude ou de parler en public. La première fois est toujours la plus difficile. Mais remarquez ce qui se passe après l'avoir répété. La difficulté commence à s'estomper. La tâche paraît moins étrange et finit par devenir une habitude. Ce changement n'est pas dû à un changement de la tâche elle-même, mais à l'adaptation de votre cerveau à la répétition. Ce qui était autrefois inhabituel est devenu routinier. Le problème, pour la plupart des gens, c'est qu'ils abandonnent avant que cette adaptation ne se produise. Ils adoptent un nouveau comportement, mais dès qu'ils ressentent un inconfort, ils se disent que ce n'est pas pour eux. Ils s'attendent à ce que la discipline devienne naturelle immédiatement. Or, rien n'est naturel au début. Marcher paraissait autrefois impossible. Lire, c'est insurmontable. Conduire, terrifiant. Vous n'avez surmonté ces difficultés qu'en forçant la répétition jusqu'à ce que votre cerveau les intègre. Le même principe s'applique à chaque habitude que vous souhaitez acquérir. La discipline se développe lorsque vous dépassez la phase d'inconfort et que vous persistez dans la répétition. C'est là le véritable test. Le cerveau est têtu. Il préfère les vieilles habitudes. Il veut vous maintenir dans ce qui lui paraît sûr. Lorsque vous introduisez un nouveau comportement, il résiste. Cette résistance n'est pas un signal d'abandon. C'est un signal que votre cerveau est en train de s'adapter. Si vous continuez à répéter, vous brisez la résistance. Mais si vous vous arrêtez, vous habituez votre cerveau à résister encore plus la fois suivante. C'est pourquoi la répétition forcée n'est pas une option. Elle est nécessaire. La clé du succès de la répétition réside dans la constance, et non dans l'intensité. Un effort massif suivi d'un abandon ne modifie rien.
En revanche, de petits gestes quotidiens sont efficaces. Si vous souhaitez prendre l'habitude de lire 2 pages par jour est plus puissant que d'en lire 100 une fois par mois. Si vous voulez faire de l'exercice, bouger quotidiennement est plus efficace qu'un entraînement intensif suivi de semaines de repos. Le cerveau apprend par le rythme, par la répétition quotidienne, et non par des efforts ponctuels et aléatoires. Il faut aussi renoncer à l'espoir d'un changement instantané. Trop de gens veulent des résultats rapides. Ils veulent que leur cerveau intègre un nouveau comportement après 1 ou 2 tentatives. Face à l'échec, ils abandonnent. Mais le cerveau ne change pas sur commande. Il change par la répétition. Cela signifie qu'il faut se forcer à traverser la phase où cela semble artificiel, la phase d'inconfort, jusqu'à atteindre le stade où cela devient automatique. Si vous parvenez à surmonter cette phase intermédiaire, vous réussirez. C'est là que la discipline prend tout son sens. Il faut persévérer même sans résultat visible. Imaginez planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier sa croissance. Cela ne prendra jamais racine. Le comportement fonctionne de la même manière. Si vous arrêtez de répéter trop tôt, l'habitude n'a jamais le temps de se former. Mais si vous la répétez suffisamment et régulièrement, les racines s'enfoncent profondément et bientôt, le comportement devient naturel. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Il fait partie intégrante de votre identité. La répétition a aussi un autre effet puissant, elle renforce les preuves dans votre esprit. Chaque fois que vous répétez une action disciplinée, vous vous prouvez que vous en êtes capable. Une pompe prouve que vous êtes capable de bouger. Une journée d'écriture prouve que vous êtes capable de produire. Une journée de gestion de votre emploi du temps prouve que vous pouvez diriger votre temps. Chaque répétition est une preuve qui affaiblit le doute et renforce la conviction. Finalement, la conviction devient si forte que le comportement n'est plus forcé. Il fait partie de vous. Il y aura des moments où vous vous sentirez lassé de répéter. C'est naturel. Mais ce sont précisément ces moments-là où le changement est le plus important. La répétition creuse des sillons dans votre cerveau et chaque fois que vous continuez malgré l'ennui ou la fatigue, vous approfondissez ces sillons. Plus l'habitude est ancrée, plus il est facile de la reproduire. Abandonner à ce stade anéantit vos progrès. Mais persévérer les consolide. C'est pourquoi la persévérance est plus importante que la motivation. La motivation est passagère. La persévérance naît de la répétition, et la répétition engendre la discipline. Un moyen pratique de rendre la répétition efficace est de l'associer à une habitude déjà ancrée. Si vous souhaitez cultiver la gratitude, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant juste après vous être brossé les dents. Si vous souhaitez prendre l'habitude de faire de l'exercice, faites quelques pompes après avoir bu votre verre d'eau du matin. Lier un nouveau comportement à un comportement existant crée un déclencheur naturel pour la répétition. Plus vous vous associez les deux, plus il devient facile de répéter sans oublier. Il est également important de célébrer la réalisation de la répétition, et pas seulement le résultat. Beaucoup de gens ne se récompensent qu'après des résultats exceptionnels. Mais en réalité, la véritable victoire réside dans la répétition de l'action elle-même. Chaque répétition est une victoire. Lorsque vous reconnaissez vos efforts, vous renforcez le comportement et votre cerveau est plus enclin à le reproduire. C'est ainsi que la répétition devient durable. Un autre défi lié à la répétition est la monotonie. Faire la même chose chaque jour peut devenir ennuyeux. Mais l'ennui fait partie intégrante de l'apprentissage. Votre cerveau a besoin de nouveautés. Or, la nouveauté ne forge pas la discipline. C'est la répétition qui le fait. Il faut être prêt à endurer les jours ordinaires, les jours où rien ne se passe. Car ce sont ces jours-là qui vous transforment. Lorsque vous apprenez à rester constant sans avoir besoin d'excitation, vous prenez votre sérieux. Ce sérieux, c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Réfléchissez à la façon dont la répétition a façonné votre vie actuelle. Votre démarche, votre façon de parler, votre réaction au stress, tout cela est le fruit de la répétition. Vous l'avez fait suffisamment de fois pour que cela devienne automatique.
Si la répétition a façonné vos anciennes habitudes, elle peut aussi en façonner de nouvelles. La question n'est pas de savoir si la répétition fonctionne, elle fonctionne toujours. La question est de savoir si vous êtes prêt à persévérer suffisamment longtemps pour que votre cerveau l'intègre. Le pouvoir de la répétition réside dans sa capacité à passer d'une action à un état d'être. Au début, vous vous dites « j'essaie d'être discipliné ». Après suffisamment de répétitions, vous vous dites « je suis discipliné ». Ce changement ne se limite pas aux mots. Il s'inscrit dans votre façon d'être. Vous n'avez plus besoin de vous le rappeler chaque jour. Vous le vivez, tout simplement. Mais le seul moyen d'atteindre ce stade est la répétition constante et forcée. Si vous voulez vous tester, choisissez un petit comportement et engagez-vous à le répéter quotidiennement pendant les 30 prochains jours. Ne manquez pas un seul jour. Il peut s'agir d'écrire un paragraphe, de boire plus d'eau ou d'éteindre votre téléphone avant de vous coucher. Surmontez l'inconfort, l'ennui, la résistance. Observez ce qui se passe. Au bout de 30 jours, votre cerveau commencera à l'accepter comme une habitude. Prolongez l'expérience à 60 jours et il deviendra plus difficile de ne pas le faire que de le faire. C'est le pouvoir de la répétition. Vous modifiez les habitudes de votre cerveau. La raison pour laquelle la plupart des gens ne changent jamais n'est pas qu'ils en manquent de capacité, mais qu'ils manquent de patience face à la répétition. Ils sous-estiment le temps nécessaire au cerveau pour s'adapter. Ils veulent une solution de facilité. Mais la vérité, c'est que la répétition est le raccourci. Elle paraît lente, mais c'est le chemin le plus rapide vers le changement. Car une fois que votre cerveau a intégré un nouveau comportement, vous cessez de lutter contre vous-même. Vous avancez naturellement, sans effort constant. C'est cela, la vraie liberté. La discipline n'a rien de mystérieux. C'est simplement le fruit d'une répétition forcée jusqu'à ce que votre cerveau s'adapte à ce nouveau schéma. Au début, vous adoptez l'habitude, puis l'habitude vous porte. Et quand cela arrive, vous ne dépendez plus de votre volonté au quotidien. Vous dépendez de ce que vous êtes devenu. Cette transformation est accessible à quiconque est prêt à répéter suffisamment longtemps. Alors, n'abandonnez pas lorsque cela vous semble artificiel. Ne renoncez pas si cela vous ennuie. N'arrêtez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à répéter. Forcez-vous à adopter ce comportement encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrante de votre identité. C'est ainsi que se crée la discipline. C'est ainsi que les vies changent. Et c'est le chemin qui attend quiconque choisit de répéter jusqu'à ce que son cerveau intègre ce nouveau mode de vie. Chapitre 5. Remplacer les pensées négatives par une autodiscipline rigoureuse. Votre dialogue intérieur influence fortement votre discipline. Chaque mot que vous vous répétez mentalement vous renforce ou vous affaiblit. Si votre voix intérieure est emplie de doutes, d'excuses et de peurs, vos actions suivront ce schéma. Impossible de mener une vie disciplinée en laissant un discours intérieur négatif dicter vos décisions. La discipline commence par apprendre à remplacer les pensées destructrices par une autodiscipline rigoureuse. Parlez-vous comme un chef qui donne des ordres, et non comme un critique qui vous dénigre. Le discours intérieur négatif s'insinue souvent sournoisement. Il vous persuade que vous n'êtes pas prêt. Il vous rappelle vos échecs passés. Il murmure que l'effort est trop important. La plupart des gens laissent ces pensées s'installer, sans réaliser qu'en les acceptant, ils façonnent leur avenir. Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes faible, vous vivrez faible. Si vous vous répétez sans cesse que vous ne pouvez pas changer, vous ne changerez pas. L'esprit suit les mots qu'il entend le plus souvent, surtout lorsqu'ils viennent de votre propre bouche. L'autodiscipline rigoureuse est la solution. Il décide de prendre le contrôle total de son dialogue intérieur. Au lieu de laisser vos pensées vagabonder, vous leur donnez des ordres. Au lieu de vous dire que vous ne pouvez pas, vous vous incitez à agir. Au lieu de nourrir le doute, vous énoncez clairement ce qui doit être fait. L'autodiscipline rigoureuse ne consiste pas à prétendre que tout est facile. Il s'agit de refuser toute faiblesse dans votre discours. Vos paroles doivent refléter les principes que vous souhaitez suivre.
L'autodiscipline rigoureuse fonctionne car le cerveau humain réagit à la clarté. Les pensées vagues engendrent l'hésitation. Les ordres clairs engendrent l'action. Si vous vous dites « peut-être devrais-je faire ceci », votre corps hésite. Si vous vous dites « je dois le faire maintenant », votre corps obéit. Le ton que vous employez avec vous-même est important. Parlez d'une voix assurée, et non interrogative. La discipline se nourrit de directives, et c'est à vous qu'il incombe de les donner. Lorsque vous remarquez des pensées négatives, la première étape est la reconnaissance. Trop de personnes vivent sans se rendre compte du langage destructeur qui résonne dans leur esprit. Elles répètent quotidiennement les mêmes phrases « Je suis trop fatigué ». « Je ne suis pas assez intelligent ». « Je n'y arriverai jamais ». Ces phrases deviennent si courantes qu'elles paraissent normales. Mais une fois que vous apprenez à les repérer, vous réalisez qu'elles ne sont pas anodines. Elles influencent votre discipline. La reconnaissance vous permet d'interrompre ce cycle. Lorsque vous vous surprenez à tenir des propos négatifs, vous les cessez. Vous refusez de les alimenter. La deuxième étape est le remplacement immédiat. Ne laissez pas cet espace vide, car les pensées négatives tenteront toujours de revenir. Remplacez-les par une directive précise. Si vous dites « je ne peux pas faire ça », remplacez-le par « je vais accomplir une étape tout de suite ». Si vous dites « je suis trop paresseux », remplacez-le par « je vais me lever et bouger immédiatement ». Le remplacement transforme l'énergie destructrice en action constructive. Avec le temps, votre cerveau intègre ces nouvelles consignes comme normes. Un autre élément clé pour remplacer les pensées négatives est la précision. Ne vous encouragez pas de manière vague. Ne vous contentez pas de dire « je peux le faire ». C'est trop vague. Donnez-vous une directive précise. Écrivez une page maintenant. Éteignez votre téléphone et concentrez-vous. Marchez pendant 10 minutes. La précision élimine toute excuse. Les pensées négatives se nourrissent du flou. Une direction stricte les anéantit par la clarté. Il est essentiel de comprendre qu'une direction rigoureuse exige de la fermeté. On ne peut pas se donner des ordres vagues et espérer des résultats probants. Lorsque votre esprit vous dit « je n'en ai pas envie », vous devez répondre avec autorité. Agissez sans tarder. Le ton employé est primordial. Vous ne négociez pas avec vous-même, vous vous dirigez. Tout comme un entraîneur dirige un athlète avec fermeté, vous devez vous diriger avec le même sérieux. Si vous prenez vos paroles à la légère, vos actions le seront aussi. Si vous les prenez au sérieux, vos actions seront déterminées. L'autodiscipline se développe à mesure que vous renforcez ce dialogue intérieur. Au début, vous ressentirez peut-être une résistance. La voix négative tentera de vous contredire, de vous rappeler tous vos échecs passés. Mais plus vous la ferez taire, plus elle s'affaiblit. La voix de la direction stricte se fera plus forte. Et bientôt, elle deviendra dominante. On commence à faire confiance à ses propres paroles car elles ne servent plus d'excuses. Elles confèrent une autorité naturelle. Cette confiance est le fondement de l'assurance. Il est également important de comprendre que les pensées négatives que l'on s'inculque soi-même ne sont pas toujours dures. Parfois, elles se dissimulent sous une apparence bienveillante. Elles nous persuadent que l'on mérite de se reposer alors même que l'on n'a pas encore travaillé. Elles nous font croire que prendre notre temps aujourd'hui ne peut pas faire de mal. Elles nous laissent penser que demain sera un jour plus propice. Ces pensées sont rassurantes, mais dangereuses. Ce sont des pièges qui nous maintiennent dans la faiblesse. Une discipline rigoureuse permet de percer ces faux réconforts avec lucidité. Elle nous rappelle que le repos se mérite, il n'est pas donné. Il faut d'abord travailler. Elle nous rappelle que demain ne sera pas meilleur si nous n'agissons pas aujourd'hui. C'est ainsi que l'on se protège des illusions du confort. Notre environnement influence également notre façon de nous auto-donner des conseils. Si l'on fréquente des personnes qui se plaignent constamment ou qui baissent leurs exigences, leurs paroles résonnent en nous. On se surprendra à répéter leur négativité même en leur absence. C'est pourquoi il faut être vigilant quant aux personnes que l'on laisse entrer dans sa vie. Entourez-vous de personnes qui s'expriment avec clarté,
force et détermination. Leur langage influencera le vôtre et votre dialogue intérieur s'harmonisera avec le leur. Un exercice pratique pour remplacer les pensées négatives que vous vous inculquez consiste à noter les excuses les plus fréquentes que vous vous trouvez. Analysez-les attentivement. Puis, à côté de chacune d'elles, écrivez la consigne précise qui devrait la remplacer. Par exemple, je suis trop fatigué et je vais commencer pendant 5 minutes, peu importe mon énergie. Je n'y arriverai jamais. Ou encore, je vais m'entraîner quotidiennement jusqu'à progresser. Relisez ces consignes précises régulièrement jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Ainsi, chaque fois que l'ancienne excuse surgit, vous aurez déjà la nouvelle consigne prête. S'imposer une consigne précise n'est pas dur envers soi-même. C'est être honnête et ferme. Les pensées négatives vous affaiblissent car elles vous font perdre votre sincérité. Elles exagèrent vos limites et masquent vos forces. Une consigne précise vous dit la vérité. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais vous êtes capable d'agir. Vous ne verrez peut-être pas encore de résultats, mais la répétition finira par les apporter. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise, mais vous êtes assez fort pour continuer. Cette honnêteté peut sembler plus difficile à entendre, mais elle jette les bases de la discipline. L'objectif ultime est de développer en vous une voix intérieure en laquelle vous avez une confiance absolue. Une voix qui ne cherche pas d'excuses, ne perd pas de temps et ne baisse pas ses exigences. Une voix qui donne des directives claires et fermes et qui attend l'obéissance. Lorsque vous développez cette voix, vous n'avez plus besoin de compter sur des élans de motivation passagers. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'inspiration. Vos propres mots vous font avancer chaque jour. C'est alors que la discipline devient une composante naturelle de votre vie. Avec le temps, vous constaterez le changement. Les pensées négatives qui autrefois influençaient vos décisions s'estomperont. La rigueur que vous appliquez deviendra automatique. Vous vous réveillerez et vous vous entendrez dire « Lève-toi maintenant ». Face à une tâche, vous vous entendrez dire « Commence immédiatement ». Vous ressentirez une résistance et vous vous entendrez dire « N'arrêtez pas avant que ce soit terminé ». Ce dialogue intérieur vous guidera avec force. Vous aurez l'impression d'avoir un leader intérieur puissant qui vous poussera toujours à progresser. Toutes les personnes disciplinées que vous admirez ont développé cette capacité. Elles n'ont pas fait taire la négativité par hasard. Ils l'ont remplacée par une discipline rigoureuse et quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Vous pouvez faire de même. Cela exige de la conscience, du changement, de la précision et de la fermeté. Cela exige une pratique quotidienne. Mais une fois cette discipline acquise, vous ne serez plus jamais à la merci de pensées négatives. Vous vivrez avec lucidité et votre discipline vous guidera, quelles que soient vos émotions. À partir d'aujourd'hui, décidez que votre dialogue intérieur vous sera utile, et non nuisible. Cessez de laisser place aux pensées négatives. Remplacez chaque faiblesse par une affirmation. Parlez-vous comme un leader, et non comme une victime. Orientez-vous résolument vers l'action et n'oubliez jamais que les mots que vous vous répétez chaque jour façonnent la discipline qui définit votre avenir. Chapitre 6. Utilisez la pression pour agir lorsque le confort vous freine. Le confort est l'un des plus grands ennemis de la discipline. Il procure un sentiment de sécurité, d'agrément et de familiarité. Mais si vous y cédez trop souvent, il vous éloigne peu à peu du progrès. Le confort murmure que vous pouvez vous la couler douce, que vous pouvez repousser la tâche difficile, que vous pouvez vous détendre encore un peu. Au début, cela semble inoffensif, mais avec le temps, le confort affaiblit votre motivation et abaisse vos exigences. Le seul moyen de briser son emprise est d'utiliser la pression pour créer les conditions qui exigent de l'action, même lorsque votre corps et votre esprit préféreraient rester inactifs. Sans pression, le confort l'emportera toujours. Avec la pression, vous vous forcez à le surmonter. La pression n'est pas votre ennemi. En réalité, elle est souvent l'outil qui révèle votre plein potentiel. Pensez aux échéances. Combien de fois avez-vous attendu le dernier moment pour ensuite accomplir davantage en quelques heures qu'en plusieurs semaines? Ce n'est pas par manque de capacité auparavant, mais parce que la pression vous a contraint à agir.
Le problème est que la plupart des gens attendent une pression extérieure, une échéance, une urgence ou des conséquences avant de se mettre en action. La discipline se développe lorsqu'on apprend à se mettre la pression avant que la vie ne le fasse à notre place. En réalité, le confort n'instaure aucune urgence. Il nous persuade que demain vaut bien aujourd'hui. Il nous convainc qu'il n'y a rien de grave à remettre à plus tard. C'est ainsi qu'il nous paralyse. La pression, elle, crée l'urgence. Elle nous dit que le moment est venu, pas trop tard. Bien utilisée, la pression ne laisse aucune place au confort pour nous freiner. On crée un système où l'action est incontournable, où le mouvement est la seule option. L'un des moyens de créer cette pression est la responsabilisation. En parlant de son engagement à quelqu'un, en rendant ses objectifs visibles, on se crée une sorte de pression qui nous pousse à aller de l'avant. Si l'on se promet de faire du sport sans en parler à personne, le confort risque de nous en dissuader. Mais si l'on en parle à un ami, si l'on en parle publiquement, on se sent obligé de tenir parole. Cette pression nous empêche de retomber dans le confort. Elle nous donne une raison supplémentaire d'agir. Un autre moyen de créer cette pression est de se fixer des échéances. Un objectif sans date limite n'est qu'un vœu pieux. Si vous vous dites que vous ferez quelque chose un jour, le confort vous incitera à repousser l'échéance à l'infini, la transformant en mois, voire en années. Mais si vous vous fixez une date butoir, vous créez une pression qui exige de la concentration. Mieux encore, raccourcissez vos délais. Mettez-vous au défi d'agir plutôt que ce qui vous semble confortable. Cette urgence vous oblige à éliminer les distractions et à prioriser l'essentiel. Sans échéance, le confort vous pousse toujours à étirer vos délais. Avec des échéances, vous optimisez le temps et accélérez votre progression. Vous pouvez également utiliser la pression financière pour renforcer votre discipline. Investissez dans quelque chose qui vous engage. Payez une formation. Achetez du matériel. Investissez de l'argent. Lorsque vous investissez, vous vous incitez à utiliser ce pourquoi vous avez payé. Nombreux sont ceux qui gâchent des opportunités car ils n'accordent aucune valeur à leur engagement. Quand on n'a rien à perdre, le confort prend le dessus. Quand on a quelque chose en jeu, on est beaucoup moins susceptible de procrastiner. La pression vient aussi de l'élévation de vos exigences. Quand on accepte la médiocrité, le confort l'emporte facilement. Mais quand on place la barre plus haut, quand on exige plus de soi-même, on se met la pression pour performer à un niveau supérieur. Cette pression n'est pas une question de perfection. Il s'agit de refuser de se contenter de peu. Il s'agit de refuser que le confort dicte vos efforts. Des exigences élevées créent une pression qui vous pousse à agir sérieusement, même quand vous n'en avez pas envie. Un autre moyen efficace d'utiliser la pression est de visualiser le prix du confort. Demandez-vous, à quoi ressemblera ma vie si je continue de privilégier la facilité à l'effort? Imaginez le temps perdu, les occasions manquées, les regrets qui s'accumulent au fil des ans. Cette vision crée une pression émotionnelle. Elle vous rappelle que chaque choix a une conséquence. Lorsque vous voyez clairement ce que le confort vous vole, vous ressentez l'urgence d'agir. Cette pression intérieure stimule l'action plus fortement que la motivation elle-même. La pression n'est pas un stress gratuit. Il s'agit de créer les conditions où la discipline devient une réaction naturelle. Le confort tentera toujours de vous ralentir, mais la pression crée une force plus puissante. Elle vous incite à agir avant d'être tenté de tergiverser. Elle vous dit qu'il n'y a pas de « plus tard », seulement « maintenant ». Cette habitude de créer de la pression renforce la résilience. Elle entraîne votre esprit à agir même lorsque le confort vous attire fortement. Vous devez également apprendre à utiliser la pression dans les moments de faiblesse. Lorsque vous sentez la tentation du confort vous gagner, arrêtez-vous et donnez un ordre ferme. Parlez avec autorité. Agissez maintenant. Sans délai. La fermeté de ces mots crée une pression instantanée. Elle ne laisse aucune place à la négociation. Cette pression vous pousse à agir au moment précis où vous êtes le plus vulnérable au confort. Sans cette fermeté, vous retombez dans la procrastination. Avec elle, vous accumulez les victoires contre le confort.
Une forme de pression souvent négligée est la responsabilité. Lorsque d'autres dépendent de vous, vous ne pouvez pas vous permettre de choisir le confort. La responsabilité vous oblige à vous surpasser. Pensez aux parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Aux travailleurs qui luttent contre l'épuisement pour subvenir aux besoins de leur famille. Aux leaders qui portent le poids de leur équipe. Ils agissent non pas parce qu'ils se sentent toujours motivés, mais parce que la responsabilité crée une pression qui ne laisse aucune place à la paresse. Vous pouvez appliquer ce principe à votre propre vie en acceptant des engagements qui exigent de la discipline. Lorsque quelqu'un d'autre compte sur vous, le confort devient une option moins attrayante. Il est important de comprendre que le confort ne disparaîtra jamais. Il vous incitera toujours à vous reposer plus longtemps, à vous détendre plus tôt, à attendre encore un peu. Vous ne pouvez pas éliminer cette tentation, mais vous pouvez la maîtriser par la pression. Le confort est doux. La pression est ferme. Le confort murmure. La pression exige. Celui ou celle que vous choisissez d'écouter détermine le cours de votre vie. Si vous voulez vous mettre à l'épreuve, imposez-vous une pression volontaire au quotidien. Fixez-vous des échéances strictes. Éliminez les solutions de facilité. Annoncez vos engagements. Placez-vous dans des environnements où les excuses sont impossibles. À chaque fois, vous renforcez votre discipline. Vous vous entraînez à agir sous pression au lieu de flancher. Avec le temps, la pression cesse d'être perçue comme du stress. Elle devient une structure. Elle apparaît comme le système qui vous maintient fort lorsque le confort tente de vous affaiblir. N'oubliez pas que certaines de vos plus grandes réussites surviendront lorsque vous vous placerez dans des situations qui ne vous laisseront d'autre choix que l'action. Le confort ne peut exister en présence de pression. Si vous vous reposez sur le confort, votre vie se rétrécit. Si vous vous reposez sur la pression, votre vie s'épanouira. Vous deviendrez plus fort, plus fiable et plus discipliné à chaque décision prise à partir de maintenant. Cessez d'attendre que des forces extérieures vous mettent la pression. Créez cette pression vous-même. Fixez-vous des échéances strictes. Annoncez vos engagements. Donnez du sens à vos actions. Exigez plus de vous-même que ce que vous acceptez actuellement. Assumez vos responsabilités. Rappelez-vous le prix du confort. Chacune de ces actions crée une pression qui vous pousse à agir. Et lorsque le confort vous appelle, lorsqu'il vous incite à tergiverser, lorsqu'il vous tente par la facilité, répondez-lui par la pression. Affirmez-vous fermement qu'il faut agir maintenant. Agissez sans hésiter. Privilégiez le progrès à la facilité. Cette décision répétée forge la vie disciplinée que vous désirez. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque fois que vous utilisez la pression pour vaincre le confort, vous vous prouvez que vous êtes capable de bien plus. Chapitre 7. Développer votre force mentale en privilégiant l'effort à la facilité. La force mentale, c'est la capacité à persévérer malgré l'envie d'abandonner. C'est la force de s'accrocher à l'effort au lieu de se réfugier dans le confort. La vie vous confronte constamment à deux choix, choisir l'effort et devenir plus fort, ou choisir la facilité et rester faible. La facilité vous tente chaque jour. Mais si vous empruntez systématiquement, vous ne découvrirez jamais votre véritable potentiel. Une vie disciplinée est celle de ceux qui s'entraînent à choisir l'effort avec constance, même lorsque la facilité semble plus tentante. Il faut comprendre que la force mentale ne se forge pas dans le confort. Elle se crée dans les moments où l'effort est difficile, où la résistance est insupportable, où l'on préférerait fuir. C'est précisément à ce moment-là que vous pouvez soit abandonner, soit persévérer. Si vous abandonnez, vous vous apprenez que la facilité est plus importante que le progrès. Si vous persévérez, vous apprenez que l'effort vous définit. Avec le temps, ces choix façonnent votre identité. Vous devenez soit la personne qui cède à la facilité, soit celle qui s'épanouit dans l'effort. La plupart des gens sous-estiment la fréquence à laquelle ils choisissent la facilité sans s'en rendre compte. Face au stress, ils se tournent vers la nourriture au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Ils consultent leur téléphone pour éviter d'affronter la tâche difficile.
Ils abandonnent avant d'avoir terminé ce qu'ils ont commencé, car l'effort est pénible. Chacun de ces moments semble insignifiant, mais ils s'accumulent et forment un schéma. Ce schéma engendre soit la faiblesse, soit la force. L'esprit s'adapte à celui qu'on nourrit. Choisir l'effort, c'est refuser de fuir l'inconfort. C'est accepter que la croissance exige de la douleur. C'est accepter que la force exige des sacrifices. C'est accepter que le progrès ne sera jamais facile. Mais voici la vérité, l'inconfort de l'effort est temporaire, tandis que la faiblesse engendrée par la recherche du soulagement dure bien plus longtemps. Quand on se force à terminer le travail, la douleur s'estompe et la récompense demeure. Quand on cède au soulagement, le confort disparaît et le regret persiste. La force mentale consiste à s'entraîner à vivre pour la récompense à long terme, et non pour l'échappatoire immédiate. La discipline exige de reconnaître les ruses du soulagement. Le soulagement se présente toujours comme inoffensif. Il prétend qu'on le mérite. Il prétend que le repos sera bref. Il prétend que le problème peut attendre. Mais une fois qu'on l'accepte, le soulagement se multiplie. Une courte pause se transforme en heure perdue. Une journée manquée se transforme en semaine de négligence. Le danger ne réside pas dans le choix isolé, mais dans la routine qui s'installe. Chaque fois que vous laissez le soulagement vous dominer, vous affaiblissez votre capacité à fournir l'effort nécessaire la fois suivante. C'est pourquoi il faut être intransigeant face au faux soulagement. Développer sa force mentale commence par de petits efforts. Inutile de commencer par le défi le plus difficile. Commencez par quelque chose de simple, comme terminer votre séance d'entraînement sans l'interrompre, accomplir votre tâche avant de consulter votre téléphone ou rester concentré pendant un temps déterminé sans distraction. Chacune de ces petites victoires renforce votre tolérance à l'effort. Elles envoient à votre esprit le message que vous pouvez endurer l'inconfort. Plus vous les répétez, plus votre force mentale se développe. En devenant plus fort, vous pouvez commencer à rechercher délibérément l'effort. Choisissez de marcher plutôt que de prendre l'ascenseur. Choisissez de persévérer face aux problèmes au lieu d'abandonner dès que la difficulté augmente. Choisissez de terminer ce que vous avez commencé, même si vous avez envie de laisser le travail inachevé. Chacun de ces choix renforce votre résilience. La force mentale n'est pas un don inné. C'est une habitude que l'on prend en privilégiant systématiquement l'effort au soulagement. Le respect de soi est un autre élément essentiel de la force mentale. Choisir l'effort, c'est se prouver qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Cette confiance engendre la fierté, et la fierté nourrit la confiance. En revanche, choisir le soulagement, c'est perdre le respect de soi. On peut certes apprécier le confort sur le moment, mais la déception est au rendez-vous. Cette déception mine la confiance. On commence à douter de sa capacité à mener à bien un projet. Le seul moyen d'y remédier est de reconstruire la confiance par l'effort. Chaque fois que l'on dépasse ses limites, on regagne le respect de soi. La force mentale exige aussi de la patience. Le soulagement paraît toujours séduisant car il offre un confort immédiat. L'effort demande du temps avant que les résultats apparaissent. On peut travailler des semaines, voire des mois, avant de constater un changement significatif. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils ne supportent pas l'écart entre l'effort et la récompense. Mais la personne disciplinée accepte que la patience fasse partie intégrante du processus. Elle comprend que chaque jour d'effort est une brique de la fondation. Elle a confiance que la récompense viendra si elle continue à empiler des briques. C'est cette confiance qui lui permet de continuer à choisir l'effort, même lorsque le soulagement est plus que tentant. Un moyen concret de développer sa ténacité est de se fixer des règles strictes à respecter. Par exemple, vous décidez de ne pas vous endormir tant que vous n'avez pas atteint votre objectif quotidien. Vous décidez de ne pas vous arrêter en cours de route. Ces règles servent de point d'ancrage. Lorsque la tentation de la facilité vous guette, elles vous rappellent les exigences que vous vous imposez. Des règles personnelles rigoureuses créent une pression qui vous maintient concentré sur vos efforts. Sans elles, il est trop facile de se trouver des excuses. Il faut aussi se rappeler que l'effort est différent une fois lancé.
Le plus dur, c'est le début. Les premières minutes d'effort intense sont toujours plus difficiles. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais si vous persévérez, le corps et l'esprit s'adaptent et l'effort devient gérable. L'essentiel est de surmonter cette résistance initiale sans céder à la facilité. Si vous le faites régulièrement, votre ténacité se développera naturellement. La discipline se renforce également lorsque vous cessez de percevoir l'effort comme une punition et commencez à le voir comme un entraînement. L'effort n'est pas une punition pour la faiblesse. C'est le chemin vers la force. Chaque tâche difficile est un exercice pour votre esprit. Chaque moment difficile est un entraînement à la résilience. En adoptant cette perspective, vous ne percevez plus l'effort comme une contrainte, mais comme l'outil qui vous rend inébranlable. Ce changement d'état d'esprit est crucial. Ceux qui voient l'effort comme une punition le fuient. Ceux qui le perçoivent comme un entraînement l'accueillent avec enthousiasme. Le soulagement peut être agréable sur le moment, mais il ne forge pas le caractère. Le caractère ne se forge que par l'effort. Lorsque vous êtes fatigué mais que vous persévérez, vous grandissez. Lorsque vous avez peur mais que vous agissez malgré tout, vous grandissez. Lorsque vous avez envie d'abandonner mais que vous restez jusqu'au bout, vous grandissez. Ces moments définissent la force de caractère. Ils distinguent les disciplinés des indisciplinés, les performances des autres. Et chacun peut y avoir accès. La différence réside dans le choix entre l'effort et le soulagement. Pour développer sa force de caractère, il faut aussi s'exposer volontairement aux défis. N'attendez pas que la difficulté surgisse d'elle-même. Provoquez-la. Levez-vous plutôt que vous ne le souhaitez. Efforcez-vous de travailler plus longtemps sur votre article. Exigez plus de vous-même, même en l'absence de témoins. Choisir volontairement l'effort vous rend plus fort. Ainsi, lorsque la vie vous impose l'effort, vous êtes déjà préparé. Plus vous vous entraînez en vous imposant un effort soutenu, moins vous risquez de craquer sous la pression. Vous finirez par comprendre que l'effort donne un sens à la vie. Le soulagement est illusoire car il ne crée rien. Il est éphémère. L'effort, lui, produit des résultats. L'effort développe les compétences. L'effort forge la confiance. L'effort laisse une trace. En y repensant, vous ne serez pas fier des moments où vous avez fui dans le confort. Vous serez fier des moments où vous avez choisi l'effort et prouvé que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez. Cette fierté vous accompagnera bien plus longtemps que n'importe quel soulagement temporaire. Dès aujourd'hui, soyez attentifs à vos choix quotidiens. Lorsque le confort vous attire vers le soulagement, arrêtez-vous et demandez-vous, quelle décision me rendra le plus fort? Quel choix me rendra fier plus tard? Quel chemin forge ma discipline? La réponse sera presque toujours l'effort. Prenez alors la décision rapidement. Ne laissez pas le soulagement s'installer. Empruntez le chemin le plus difficile et rappelez-vous que c'est ainsi que se forge la force mentale. Au fil des semaines et des mois, vous constaterez le changement. Les tâches qui vous paraissaient insurmontables vous sembleront plus faciles. Les défis qui vous battent vous paraîtront gérables. Vous commencerez à vous comporter avec une confiance tranquille, sachant que vous pouvez compter sur votre propre force. Cette transformation ne viendra ni de la lecture ni de vœux pieux. Elle viendra du choix constant de l'effort face à la tentation du repos. C'est la loi de la force mentale. Chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que le repos, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez le repos plutôt que l'effort, vous vous affaiblissez. La décision vous appartient. Et lorsque vous choisissez systématiquement l'effort, la discipline cesse d'être un combat et devient une seconde nature. Chapitre 8. Combattez vos impulsions en vous rappelant la souffrance à long terme. Les impulsions sont des envies soudaines et rapides qui vous poussent vers le confort, la distraction ou le plaisir immédiat. Elles surgissent sans prévenir et, si vous y cédez, elles vous éloignent de la discipline. Vous ressentez l'impulsion de sauter votre séance de sport, de manger quelque chose de malsain, de remettre à plus tard la tâche qui exige votre attention ou d'abandonner avant de l'avoir terminée. Sur le moment, l'impulsion semble inoffensive, voire justifiée. Mais en réalité,
Les impulsions sont des pièges. Elles offrent un soulagement éphémère tout en engendrant une souffrance à long terme. Si vous souhaitez instaurer la discipline dans votre vie, vous devez vous entraîner à combattre ces envies en vous rappelant le prix à payer pour y céder. Chaque choix a des conséquences. Le problème, c'est que les impulsions vous empêchent de voir les faits à long terme. Elles vous persuadent de ne vous concentrer que sur le présent. La nourriture sucrée est agréable en ce moment. La séance de sport manquée semble plus facile sur le moment. Le travail remis à plus tard semble plus léger sur le moment. Mais demain, vous vous sentirez plus faible. Demain, vous aurez l'impression d'être en retard. Demain, vous aurez des regrets. Ces regrets, c'est la souffrance que les impulsions ne vous montrent jamais à l'avance. Le secret pour les surmonter est de faire une pause et de se projeter dans l'avenir. D'imaginer clairement la douleur que vous coûtera la capitulation. Pensez aux fois où vous avez laissé une impulsion vous dominer. Comment vous êtes-vous senti après? Le réconfort a-t-il duré ou s'est-il dissipé rapidement, vous laissant avec un sentiment de culpabilité et de déception? La vérité est que la satisfaction procurée par une impulsion ne dure jamais aussi longtemps que le regret. Ce regret persiste. Il grandit. Il vous pèse au fil du temps. Lorsque vous vous rappelez cette vérité, vous commencez à voir les impulsions pour ce qu'elles sont, des voleurs à court terme qui vous privent de votre force à long terme. La discipline consiste à entraîner son esprit à regarder au-delà de l'instant présent. N'importe qui peut choisir ce qui lui fait plaisir sur le moment, mais la personne disciplinée choisit en fonction de l'impact sur l'avenir. C'est cette capacité qui distingue la croissance de la stagnation. Si vous cédez toujours à vos impulsions, vous vivrez dans un cycle d'élan et d'arrêt. Motivé un jour, vaincu le lendemain. Mais si vous combattez les impulsions en vous rappelant la douleur à long terme, vous commencez à briser le cycle. Vous reprenez le contrôle de vous-même. L'un des outils les plus puissants à votre disposition est la visualisation. Lorsque l'envie vous prend, ne vous contentez pas de penser au confort qu'elle procure. Imaginez la douleur qui s'ensuit. Imaginez ce que vous ressentirez si vous cédez. Imaginez-vous vous regarder dans le miroir et ne constater aucun progrès, car vous avez encore une fois repoussé l'échéance. Imaginez le stress du travail inachevé qui s'accumule parce que vous avez encore remis à plus tard. Imaginez les opportunités manquées parce que vous avez encore abandonné. Laissez ces images se former clairement. Ce rappel émotionnel de la douleur dissipera le plaisir illusoire de l'envie. Vous devez également vous rappeler que les envies sont passagères. Elles sont fortes sur le moment, mais elles s'estompent rapidement si vous résistez. Le problème, c'est que la plupart des gens n'apprennent jamais à attendre qu'elles passent. Ils ressentent l'envie et y obéissent immédiatement. Mais si vous faites une pause, si vous vous rappelez la douleur à long terme et que vous tenez bon, l'envie s'affaiblit. Chaque fois que vous résistez, vous gagnez en force. Chaque fois que vous luttez, vous renforcez votre confiance en vous. Et avec de la pratique, les envies perdent leur emprise sur vous. Combattre les envies, c'est aussi développer sa conscience. Vous devez apprendre à repérer les situations qui les déclenchent. Peut-être est-ce lorsque vous êtes fatigué. Peut-être est-ce lorsque vous êtes stressé. Peut-être est-ce lorsque vous vous ennuyez. Si vous n'identifiez pas ces déclencheurs, vous retombez toujours dans le même piège. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez décider à l'avance de votre réaction. Lorsque l'envie se manifestera, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous aurez déjà l'arme de la clairvoyance prête. Il est également utile de remplacer l'impulsion par une action plus constructive. Si vous ressentez l'envie de sécher le travail, commencez par en faire une petite partie immédiatement. Si vous ressentez l'envie de mal manger, buvez d'abord un verre d'eau. Si vous ressentez l'envie de consulter votre téléphone sans cesse, faites plutôt une petite promenade. Remplacer l'impulsion affaiblit l'envie en redirigeant l'énergie. Avec le temps, votre cerveau apprend que lorsque l'envie se présente, vous n'y cédez pas. Vous la transformez en quelque chose d'utile. Le prix à payer pour vivre sous l'impulsion est élevé. Cela ne vous détruira peut-être pas en un jour, mais cela ronge votre force petit à petit. Une séance de sport manquée n'est pas un problème,
mais des impulsions répétées créent un corps que vous ne respectez plus. Une tâche reportée n'est pas le problème. Mais les impulsions répétées engendrent une vie pleine d'occasions manquées. Quiconque vit aujourd'hui avec des regrets a un jour cédé à ses impulsions. C'est cette réalité qu'il faut se rappeler dès que l'envie se manifeste. Si vous aspirez à une vie disciplinée, vous devez accepter que les impulsions ne disparaîtront jamais complètement. Elles seront toujours présentes. L'objectif n'est pas de les éliminer, mais de les maîtriser. La victoire réside dans la création d'un espace entre l'impulsion et l'action, en prenant le temps de se rappeler la souffrance que l'on s'efforce d'éviter. C'est dans cette pause que réside votre force. C'est dans cette pause que vous décidez de vivre dans le regret ou dans la discipline. Votre force mentale grandit à chaque fois que vous résistez à cette illusion. Au début, le combat est épuisant. Mais plus vous pratiquez, plus il devient facile. Bientôt, lutter contre les impulsions ne consiste plus à se battre sans cesse, mais à les reconnaître et à les rejeter rapidement. Vous gagnez en maîtrise de vous-même. Vous commencez à être fier, non seulement de vos réussites, mais aussi de ce à quoi vous ne cédez plus. Cette fierté alimente une discipline encore plus rigoureuse. Une autre stratégie consiste à changer votre perception de la souffrance. La plupart des gens fuient la douleur, mais la discipline consiste à apprendre à l'affronter. La douleur de l'effort est temporaire. La douleur du regret est permanente. Lorsqu'une impulsion vous saisit, demandez-vous quelle douleur vous choisissez. Si vous cédez à l'impulsion, vous choisissez la douleur la plus longue. Si vous résistez et affrontez l'inconfort, vous choisissez la douleur la plus courte. La discipline consiste à choisir systématiquement la douleur qui vous est utile, et non celle qui vous détruit. Il est également utile de se rappeler le genre de vie que l'on souhaite mener. Voulez-vous être quelqu'un qui obéit à toutes ses envies ou quelqu'un qui se maîtrise? Voulez-vous regarder en arrière avec fierté ou avec regret? Vos impulsions n'y penseront jamais. Elles ne se soucient que du présent. Mais vous devez vous soucier de l'avenir. Vous devez vivre en gardant à l'esprit le tableau d'ensemble. C'est cette vision qui vous permet de résister à la tentation du soulagement immédiat. Avec le temps, votre capacité à lutter contre vos impulsions devient l'une de vos plus grandes forces. Vous commencez à vous faire entièrement confiance. Vous savez que lorsque l'envie se présente, vous n'en serez pas l'esclave. Vous la reconnaîtrez. Rappelez-vous la douleur que cela engendre et faites le choix le plus sage. Cette confiance vous libère. Elle vous permet de vous concentrer pleinement sur l'essentiel, car vous n'êtes plus soumis à vos pulsions. La discipline est l'art de prendre des décisions fondées sur une vision à long terme plutôt que sur un désir immédiat. Les impulsions tenteront toujours de vous aveugler sur cette vision. Elles essaieront de vous ramener au confort immédiat. Mais en les combattant par le souvenir de la douleur à long terme, vous leur ôtez leur pouvoir. Vous créez un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez. C'est dans cet espace que réside la discipline. À partir de cet instant, engagez-vous à ne jamais agir aveuglément sous l'impulsion. Lorsque l'envie se manifeste, faites une pause. Lorsque la tentation vous appelle, pensez à la douleur qu'elle engendre demain. Laissez cette pensée peser plus lourd que le confort du moment présent. Agissez ensuite selon votre conscience, et non selon votre désir. Chaque fois que vous agissez ainsi, vous renforcez votre discipline. Chaque victoire prouve que votre avenir compte plus que vos impulsions. Une vie disciplinée ne se construit pas dans des conditions parfaites ni par une motivation sans faille. Elle se construit en remportant chaque jour la bataille contre les impulsions. Elle se construit en choisissant l'effort plutôt que le regret, la vision plutôt que le confort, la discipline plutôt que la faiblesse, et elle commence par une compétence essentielle, la capacité de lutter contre les impulsions en se rappelant la souffrance à long terme qu'elles engendrent. Ce rappel est le bouclier qui vous protège du regret et l'outil qui forge votre plein potentiel. Chapitre 9. Concentrez votre énergie uniquement sur les tâches qui comptent vraiment. Chaque jour, nous disposons d'une énergie limitée. Cette énergie peut être utilisée pour construire une vie riche de sens ou gaspillée en distractions stériles. La discipline ne consiste pas à se forcer à agir,
mais à veiller à ce que ces actions soient orientées vers les tâches essentielles. Sans cette concentration, vous pouvez travailler dur toute la journée et vous sentir pourtant vide, car votre énergie aura été gaspillée en futilité. Une vie disciplinée ne se mesure pas uniquement à l'activité, mais aussi aux progrès accomplis dans les domaines qui façonnent votre avenir. Si tant de personnes se sentent épuisées et insatisfaites, c'est parce qu'elles dispersent leur énergie. Elles passent des heures à répondre à des messages, à faire défiler des contenus à l'infini, à s'inquiéter d'opinions qui ne font pas avancer leur vie, ou à courir après des tâches insignifiantes qui leur donnent l'impression d'être occupées sans être productives. Finalement, elles sont exténuées et n'ont rien construit d'important. C'est le piège de l'énergie mal canalisée. À force de vivre ainsi, on finit par croire que l'effort seul suffit. Mais les efforts sans concentration sont vains. La discipline qui transforme votre vie consiste à dire non à l'insignifiant et oui uniquement à l'essentiel. La première étape pour orienter judicieusement votre énergie est la clarté. Vous devez savoir ce qui compte vraiment pour vous. Sans clarté, vous serez tiraillé de toutes parts par les exigences, les tentations et les distractions. Demandez-vous, quelles sont les quelque chose dans ma vie qui produisent les meilleurs résultats? Quelles actions me rapprochent du bien-être, de l'épanouissement, de la stabilité ou de la liberté? Ces réponses ne seront pas les mêmes pour tous, mais chacun doit les définir. Une fois que vous y voyez clair, la discipline consiste à aligner votre énergie uniquement sur ses priorités. Il est facile de se laisser absorber par le tumulte du quotidien. Chaque notification, chaque invitation, chaque demande d'autrui capte votre attention. Si vous ne protégez pas votre concentration, le monde décidera pour vous où va votre énergie et vous guidera rarement vers vos priorités les plus importantes. C'est pourquoi vous devez être jugé. Vous ne pouvez pas simplement espérer que votre énergie aille aux bons endroits. Vous devez décider à l'avance. Vous devez protéger votre concentration comme s'il s'agissait de votre ressource la plus précieuse, car identifier vos 3 tâches prioritaires chaque jour est une stratégie des plus efficaces. Ces tâches, qui comptent vraiment, doivent être accomplies avant toute autre chose. Il ne s'agit pas de courses ou de tâches superflues, mais d'actions alignées sur votre objectif à long terme. En leur consacrant votre énergie en premier, vous vous assurez que, quoi qu'il arrive, votre journée sera productive. Trop de personnes gaspillent leur matinée en petites distractions et s'étonnent ensuite de n'avoir plus d'énergie pour le travail important. La discipline consiste à inverser cette tendance, à faire l'important d'abord et à reporter le superflu, voire à l'éviter. Une autre façon de canaliser son énergie est de fixer des limites. La discipline ne se limite pas à ce que vous faites, mais concerne aussi ce que vous refusez de faire. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites non à quelque chose d'important. Si vous laissez constamment les autres vous interrompre, si vous acceptez systématiquement des obligations qui ne servent pas vos objectifs, vous gaspillez votre énergie. La discipline exige la force de dire non fermement et sans culpabilité. Cela ne vous permet pas de consacrer votre énergie aux tâches qui construisent votre avenir. Il est également essentiel d'apprendre à reconnaître la fausse productivité. La fausse productivité consiste à faire des choses qui ressemblent à du travail, mais qui n'ont aucun impact réel, s'organiser sans cesse, vérifier ses emails toutes les 5 minutes, faire des recherches à outrance au lieu d'agir. Ces activités donnent l'illusion de progresser, mais gaspillent votre énergie limitée. Une personne disciplinée se demande constamment, est-ce que cela me fait avancer? Si la réponse est non, elle se réoriente immédiatement. Cette seule habitude distingue les personnes réellement productives de celles qui sont perpétuellement occupées. La gestion de l'énergie ne concerne pas uniquement le travail. Elle s'applique à tous les domaines de la vie. Si vous gaspillez votre énergie dans des disputes, la négativité ou à essayer de plaire à tout le monde, vous réduisez votre capacité à évoluer. Si vous investissez votre énergie dans l'apprentissage, la santé, des relations enrichissantes et le développement de compétences, vous enrichissez votre vie. La discipline consiste à choisir où porter son attention et à éliminer sans pitié ce qui vous épuise. Un autre élément crucial est la gestion de vos pics d'énergie. Chacun a des moments dans la journée où il est le plus performant. Pour certains, c'est le matin. Pour d'autres, c'est plus tard dans la journée.
Une personne disciplinée identifie ses heures clés et les réserve aux tâches les plus importantes. Elle ne gaspille pas son énergie la plus vive sur des tâches insignifiantes et protège farouchement ce temps. Cette simple décision peut transformer votre productivité, car concentrer votre énergie sur vos tâches les plus importantes multiplie les résultats. Il est également essentiel de suivre l'utilisation de votre énergie. La plupart des gens ignorent le temps qu'ils perdent à cause des distractions. Des heures s'évaporent en divertissement, en commérage ou en faisant défiler les écrans sans réfléchir, et ils s'étonnent que rien ne change. En analysant honnêtement vos habitudes, vous identifiez clairement les failles de votre discipline. Cette prise de conscience permet de se recentrer. Chaque fois que vous vous surprenez à vous laisser distraire, rappelez-vous, ce n'est pas là que mon énergie doit être. Puis, recentrez-la sur les tâches essentielles. Diriger son énergie demande du courage, car cela signifie souvent décevoir autrui. Les gens sollicitent toujours votre attention pour des choses qui les avantagent, et non vous. Ils ne se soucieront pas de savoir si cela perturbe votre concentration. Si vous ne restez pas ferme, vous gaspillez constamment votre énergie. La discipline n'est pas de l'égoïsme, mais de la volonté. Si vous ne préservez pas votre énergie, vous ne pouvez pas construire la vie que vous désirez. Et lorsque vous la gaspillez, personne d'autre n'en subit les conséquences. Il existe aussi une raison plus profonde pour laquelle il est essentiel de canaliser son énergie. La vie est courte et chaque jour passé à des tâches futiles est un jour perdu à jamais. Le regret d'une énergie gaspillée est douloureux. Nombreux sont ceux qui réalisent trop tard avoir passé des années à travailler sur des choses insignifiantes, pour finalement se retrouver sans rien de valable à montrer. La discipline vous épargne cet écueil. Elle garantit que votre temps, vos efforts et votre attention sont investis dans la construction de quelque chose de durable. Pour appliquer ce principe, dressez une liste de vos priorités absolues. 5 maximum, puis comparez chacune de vos actions à cette liste. Si une action sert l'une de ces priorités, elle mérite votre énergie. Dans le cas contraire, elle doit être minimisée, voire éliminée. C'est ainsi que vous éliminez le superflu et vivez avec un but précis. Une vie disciplinée ne consiste pas à tout faire, mais à faire les bonnes choses avec constance. Avec le temps, canaliser son énergie devient une habitude. Au début, il faut se le rappeler constamment. Il faut prendre le temps de la réflexion avant de dire oui. Il faut résister à la tentation de faire ce qui semble urgent mais sans importance. Mais avec le temps, cela devient naturel. On se concentre instinctivement sur l'essentiel et on ignore le superflu. Cette habitude crée une dynamique positive. Et cette dynamique multiplie vos progrès. Vous commencez à obtenir des résultats plus rapidement. Non pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que vous travaillez plus intelligemment. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui travaillent le plus longtemps. Ce sont celles qui dirigent leur énergie avec précision. Elles connaissent leurs priorités et s'y consacrent pleinement. Elles ignorent les distractions. Elles préservent leur concentration. Elles investissent dans ce qui favorise la croissance. Voilà le secret. Non pas un effort sans fin, mais un effort discipliné dirigé vers des tâches significatives. À partir de maintenant, mettez-vous au défi d'observer où va votre énergie. Demandez-vous souvent, est-ce que cela me permet de construire la vie que je souhaite? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs, ou est-ce que cela m'épuise? Faites alors le choix discipliné. Dirigez votre énergie uniquement vers les tâches qui comptent vraiment. Éliminez ce qui est futile. Préservez votre concentration et observez comment votre vie se transforme lorsque chaque once d'énergie alimente votre progression au lieu d'être gaspillée en distraction. Chapitre 10. Conditionnez votre esprit à agir sans attendre la motivation. La motivation est un sentiment, et les sentiments sont capricieux. Ils vont et viennent sans prévenir. Un jour, vous vous sentez invincible, le lendemain, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Si vous fondez votre vie sur l'attente de la motivation, vous ne serez jamais constant. Vous n'agissez que lorsque les conditions vous semblent favorables et vous reculez dès que ce ne sera plus le cas. La discipline exige quelque chose de plus fort que la motivation.
Elle exige de conditionner son esprit à agir quelles que soient ses émotions. C'est ce conditionnement qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. En réalité, l'action ne dépend pas de la motivation. L'action crée sa propre énergie. Beaucoup de gens font l'erreur de se tromper. Ils attendent passivement l'émotion adéquate avant de se lancer. Ils pensent avoir besoin d'inspiration avant de démarrer un projet, d'aller à la salle de sport ou de changer leurs habitudes. Mais l'inspiration arrive souvent une fois l'action commencée. Le simple fait de bouger génère l'élan que les sentiments ne peuvent pas. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes motivé, vous gâcherez d'innombrables opportunités. Si vous vous entraînez à agir sans motivation, vous obtiendrez des résultats chaque jour. Conditionner son esprit à agir, c'est éliminer le choix de l'équation. Quand on décide qu'une action est nécessaire, on n'attend plus de savoir si on en a envie. On agit parce que c'est indispensable. De même qu'un soldat ne choisit pas de s'entraîner, de même qu'un pilote ne choisit pas de vérifier l'avion, on se fixe des règles indépendantes de son humeur. Ces règles nous conditionnent à les mettre en œuvre, que l'on soit enthousiaste ou fatigué, inspiré ou ennuyé. On agit parce qu'on a entraîné son esprit à obéir à la décision, et non à l'émotion. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de se fixer des obligations non négociables. Ce sont des engagements quotidiens, quoi qu'il arrive. Il peut s'agir d'écrire un certain nombre de mots, de faire du sport pendant une durée déterminée ou de consacrer une partie de la journée à un travail concentré. L'important, c'est que ces actions se fassent sans discussion. En les répétant chaque jour, le cerveau apprend qu'elles sont automatiques. On ne se pose plus de questions le matin. L'habitude s'installe. C'est le conditionnement. Cette pratique commence progressivement. Il ne faut pas se surcharger en essayant de tout changer d'un coup. Choisissez un domaine où vous éliminez le besoin de motivation. Engagez-vous à le faire quotidiennement. Au début, vous résisterez. Votre esprit réclame du confort. Mais chaque fois que vous agissez malgré tout, vous affaiblissez l'emprise de la paresse et renforçons l'habitude de la discipline. Avec le temps, la résistance s'estompe. Ce qui semblait forcé devient naturel. Plus vous répétez, plus votre esprit s'y habitue. Un autre élément important de ce conditionnement est de réduire le délai entre la décision et l'action. Plus vous attendez après avoir décidé d'agir, plus vous laissez de place aux excuses. Si vous décidez de faire du sport, commencez immédiatement. Si vous décidez d'étudier, ouvrez votre livre sans attendre. Le retard alimente l'hésitation et l'hésitation tue la discipline. L'action immédiate, même minime, concrétise la décision. Votre esprit apprend qu'une fois la décision prise, il faut agir. Ce schéma répété modifie votre comportement jusqu'à ce que l'action instantanée devienne automatique. Il est également utile de repenser votre conception de la motivation. Au lieu de l'attendre, considérez-la comme un bonus. Lorsqu'elle est présente, appréciez-la. Lorsqu'elle est absente, ignorez-la. Cessez de laisser vos émotions dicter vos actions. Si vous vous réveillez inspiré, exploitez cette inspiration. Si vous vous réveillez épuisé, agissez quand même. En vivant selon ce principe, l'arrivée ou non de la motivation n'a plus d'importance. Vous agissez selon une exigence plus élevée, la discipline. Une autre stratégie pour conditionner votre esprit consiste à lier l'action à votre identité. Au lieu de dire « j'ai besoin de motivation pour faire ceci », dites plutôt « je suis le genre de personne qui fait cela ». Lorsque vous associez la discipline à ce que vous êtes plutôt qu'à ce que vous ressentez, vos actions deviennent cohérentes. Si vous vous identifiez comme une personne disciplinée, agir quotidiennement sans attendre la motivation est tout simplement naturel. La discipline fondée sur l'identité est bien plus forte que celle fondée sur les émotions. Vous devez également vous attendre à de la résistance. Votre esprit vous mettra à l'épreuve. Il cherchera des raisons de remettre à plus tard. Il vous rappellera votre fatigue, combien il serait plus facile de le faire plus tard, combien la tâche est insignifiante par rapport à l'effort requis. Cette résistance mentale est naturelle. L'essentiel n'est pas de l'éliminer, mais d'agir malgré elle. À chaque fois,
vous vous prouvez que vous êtes plus fort que la résistance. Cette preuve renforce la confiance, et la confiance consolide la discipline. Il est également précieux d'accepter l'inconfort. Nombreux sont ceux qui évitent d'agir, attendant que cela leur plaise. Or, une partie du conditionnement consiste à s'apprendre à agir même lorsque la tâche est désagréable. On peut écrire sans se sentir créatif. On peut s'entraîner malgré la lourdeur du corps. On peut étudier malgré la distraction. Ce faisant, on s'enseigne une vérité fondamentale, ce ne sont pas nos émotions qui nous gouvernent, mais nous. Cette prise de conscience transforme notre façon de vivre. Le conditionnement bénéficie également d'une structure. Des journées sans structure laissent place à l'indécision. Des routines claires, en revanche, incitent le cerveau à agir spontanément. Se lever à la même heure, commencer à travailler à la même heure, terminer sa journée par le même rituel, autant d'éléments qui conditionnent nos comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Moins on laisse les émotions guider nos décisions, plus la discipline se renforce. Pensez aux personnes que vous admirez et qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Croyez-vous qu'elles se sentaient motivées chaque jour? Bien sûr que non. Ils ont agi parce qu'ils s'étaient entraînés à agir sans motivation. Ils comprenaient que le travail devait être fait, que l'émotion soit présente ou non. C'est pourquoi ils sont constants. La constance ne repose pas sur l'inspiration, mais sur l'entraînement. Attendre la motivation coûte cher, on perd du temps, on freine sa progression, on perd confiance en soi. Chaque fois qu'on tarde, on renforce la croyance qu'on ne peut agir sans être dans les bonnes dispositions. Cette croyance se renforce jusqu'à ce qu'on se sente impuissant. Mais l'inverse est également vrai, chaque fois qu'on agit sans motivation, on renforce la croyance qu'on maîtrise la situation. Cette croyance se renforce jusqu'à ce que l'action devienne un réflexe. C'est le chemin de la liberté. À partir d'aujourd'hui, cessez de laisser vos émotions guider votre vie. Entraînez-vous à agir par engagement. Conditionnez votre esprit en répétant des actions quotidiennes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Réduisez le délai entre la décision et l'action. Fixez-vous des exigences non négociables. Acceptez l'inconfort comme une étape du processus. Considérez la motivation comme une option, non comme une nécessité. Bâtissez une identité fondée sur la discipline, non sur l'émotion. Ces principes feront de votre esprit une force qui agit quelles que soient vos émotions. Et lorsque vous maîtrisez cela, rien ne vous arrête. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'inspiration. Vous ne perdez plus de temps faute de motivation. Vous vivez avec assurance, sachant que quoi qu'il arrive, vous agirez. Cette assurance est le fondement de la discipline, le fondement du progrès et le fondement d'une vie forte.